Voilà, donc ce qu'on va faire ici, c'est implémenter comme convenu les deux méthodes de la différence centrale et jouer un petit peu avec les différents paramètres. Alors le cas d'étude qu'on va regarder, c'est celui avec une masse, une fréquence, un amortissement connu, qui sont les valeurs numériques qui sont prises ici. Ok, vous pouvez déjà les recopier si vous voulez sur une feuille, puisque c'est les valeurs qu'on va devoir écrire. Moi, je les ai recopiées sur un petit coin de papier à côté de moi pour m'assurer que c'est bien ces valeurs numériques qu'on utilise. Petite pause sur la vidéo si c'est nécessaire. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de reproduire donc le même type de graphique que celui-là. Alors pour faire ça, on va commencer par implémenter l'option 1 de la différence centrale. Mais peut-être juste une chose, ici on va M, masse, fréquence, amortissement. J'en profite pour faire le lien avec un cours précédent où j'expliquais qu'évidemment si on connaît ce triplet, masse, fréquence, amortissement, on peut transformer ça en MCK. Ok, on connaît M oméga xi, on peut transformer ça en MCK avec les formules qui sont là-bas. D'accord, donc K c'est M fois oméga carré et C c'est 2M oméga fois xi. Ok, c'est des formules qu'on connaît bien et qu'on doit utiliser sans se tromper. On peut toujours vérifier avec des unités si c'est nécessaire. Donc j'écris M égale 1 kg, j'écris une fréquence F est égale à 1 Hz, j'écris un amortissement de 1%. On va pouvoir calculer K égale à M fois oméga carré. Je vais d'abord calculer oméga est égal à 2 pi fois la fréquence. M oméga au carré. Et C est égal à 2 M oméga fois xi. Voilà, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il faut qu'on définisse la charge. P est égal à sinus de 2 pi f0t. Donc on a une fréquence qui vaut 0,9. Il nous faut un temps, t. Comment est-ce qu'on le détermine? Avec un pas de temps dt et avec un nombre de pas. Ok, admettons qu'on fasse par exemple 1000 pas avec un pas de temps de 0,03. C'est un choix. Et donc je vais écrire un vecteur temps qui va de 0 à 999 pour avoir 1000 entrées ou 1000 pas de temps, multiplié par dt. Alors comment est-ce qu'on fait pour choisir le pas de temps dt? J'ai mis 0,03. Ça pourrait être autre chose. Évidemment, ça pourrait être autre chose. On va le discuter tout à l'heure. Toujours est-il que la force, F, est égale à sinus de 2 fois pi fois F0 fois le temps. Alors, quelle est la période qui est associée à ce sinus? C'est l'inverse de la fréquence F. Si on a une fréquence de 0,9 Hz, on a une période de 1,1 ou 1,1 seconde. Et là, je suis en train d'utiliser un pas de temps assez petit, donc de 0,03, pour représenter cette sollicitation. Regardez, si je fais un plot de la sollicitation, j'ai suffisamment de points. Donc là, je modélise 30 secondes, puisque j'ai fait 1000 pas de 0,03. Donc ça nous fait au total, la dernière entrée dans le vecteur temps vaut 30 secondes. Et on voit que j'ai un nombre conséquent de points par période. Ok, on a dit 1,1 seconde par cycle. Effectivement, vous voyez, après le premier cycle, on a mis 1,1 seconde. Pour parcourir le deuxième, on en met 2,2, puis 3,3, etc., etc. Donc, je pourrais augmenter ici. Qu'est-ce que ça donne si je mets 5? Au lieu de simuler 30 secondes, je simulerai en fait pas 30, mais je simulerai 50 secondes. Et vous voyez, 50 secondes au lieu de 30. J'ai un pas de temps qui est un petit peu plus grand. On commence à avoir une petite dégradation, mais ce n'est pas catastrophique, de la représentation du sinus. Ouais, si je vais plus haut, là ça commence à être un peu plus compliqué. Voilà, où on voit que en fait la forme du sinus qu'on représente commence à être un peu limite. Si on veut aller plus haut, voilà, c'est évidemment catastrophique. C'est pas clean, mais c'est pas clean du tout. Mais au moins on voit que l'amplitude ici, elle a l'air d'être plafonnée quand même à 1, qui est l'intensité ou l'amplitude que je m'étais mise pour le P. Ok, alors bon, nous qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre l'équation du mouvement. Donc je mets que le déplacement à l'instant initial est égal à 0, c'est une condition initiale. La vitesse à l'instant initial est égale à 0, c'est une deuxième condition initiale. Qu'est-ce que je dois implémenter maintenant? Je dois implémenter l'algorithme qui est l'option 1 de la différence centrale. Donc je connais la valeur de la position à l'instant initial, de la vitesse à l'instant initial, et je dois calculer l'évolution au cours du temps de la vitesse et du déplacement.
On va commencer par le déplacement ici, parce qu'on voit qu'on en aura besoin pour calculer la vitesse. D'accord? Donc je vais commencer avec l'équation 12 et calculer le déplacement à la fin du pas de temps. Ok, donc je vais boucler maintenant, je vais dire pour i égale à 2 jusqu'à n, et je vais calculer le déplacement de i. Donc je vais commencer par calculer le déplacement de 2, puis de 3, puis de 4, etc. Alors on sait que c'est égal à déplacement de i moins 1, voilà, je vais essayer de recopier sans me tromper, plus le delta t fois la vitesse en i moins 1, plus dt fois la vitesse en i moins 1, plus dt au carré fois divisé par 2m, pardon, divisé par 2m, et puis fois entre parenthèses, p en t, moins c fois la vitesse en t, moins k fois la position en t. Donc p en t, ça va nous donner ceci, moins c fois la vitesse en t, donc comme ceci, et moins k fois le déplacement à l'instant précédent. Voilà, j'espère ne pas m'être trompé. Ça je vous promets, sans copier, comme d'habitude. Vous savez bien comment ça marche. C'est une démo qu'on fait a priori en live. Et donc, une fois qu'on a propagé donc, la vitesse, on doit faire la même chose avec, pardon, la position. On doit faire la même chose avec la vitesse. Et alors, pour la vitesse, on va utiliser l'équation numéro 13. Okay, je vous ramène à la vidéo, un petit peu plus tôt dans la vidéo, où je parle des développements théoriques donc reliés à cette méthode. Et donc, la vitesse à la fin du pas de temps égale 2 fois position moins position. Okay, position à la fin moins position au début. Sorry, donc moi j'ai mis un moins QT dot, mais c'est pas bon. Hein. Donc c'est 2 fois, je vais recopier ce que j'ai mis là, le déplacement à la fin, donc c'est celui qu'on vient de calculer, moins le déplacement au début, i moins 1, divisé par dt, ok, tchac, divisé par dt, moins le qt dot, moins qt dot, donc en i moins 1. Voilà. Et en faisant ça, on va itérer et on va construire au cours du temps un vecteur déplacement et un vecteur vitesse. Si je fais plot t dep, bien je devrais avoir le déplacement. Je vais peut-être remettre un pas de temps un peu plus sympa. Et voilà l'évolution au cours du temps du déplacement. On a un problème, vous voyez que plus on va calculer loin, si au lieu de calculer pendant 30 secondes, je vais jusqu'à 50 secondes, ou bien 60 secondes, vous voyez qu'en fait on a quelque chose qui croît de manière exponentielle, on a un maximum à 10 puissance 5. Alors est-ce que la réponse à un oscillateur, à une excitation harmonique peut tendre comme ça vers l'infini? Non, c'est interdit s'il y a de l'amortissement, ok? Donc ça c'est clair que c'est pas bon, on se trompe, et en fait la courbe en bleu qu'on voit là-bas, elle ne fait que de monter, elle grandit, et on a une solution qui devient, qui devient instable. La solution exacte, on pourrait la calculer analytiquement ici, c'est une solution qui se rapproche de la courbe rouge. D'accord, donc on observe en fait qu'ici, on a une solution qui n'est pas spécialement stable. On pourrait essayer de diminuer un petit peu le pas de temps pour voir comment ça se passe. Hein. Donc, si au lieu de 0,03, je prends 3 fois plus petit, vous voyez, regardez, maintenant on a un truc qui a l'air de stabiliser. Sur les 10 premières secondes, je vais juste le simuler un peu plus longtemps. Je vais aller voir jusqu'à 2000. Ok, très bien, il y a une espèce de phénomène de battement qui apparaît, mais pourquoi pas. 3000, 5000, et là en fait vous voyez qu'on est mal parti, parce qu'on a de nouveau une instabilité avec un battement qui se développe. Ok, donc malheureusement, on a de nouveau cette instabilité qui apparaît, malgré le fait que j'ai réduit la taille du pas de temps. Je pourrais la réduire encore, hein, si je la divise par 10, vous allez voir que je peux la réduire autant que je veux, mais après un moment donné, ça va toujours partir en cacahuète, ça veut dire instabilité. Ouais, bon, peut-être pas autant que je veux, mais enfin, on arrive à des valeurs qui sont quand même déraisonnables. Je pourrais essayer de pousser encore un peu plus loin. Ouais, bon, dans ce cas-là, on a l'air de stabiliser, mais vers une amplitude qui n'est pas spécialement une amplitude correcte. Ok, et là, en fait, ce qui nous aide à stabiliser, on le comprendra plus tard, mais c'est uniquement le xi, uniquement l'amortissement dans la structure. Si je diminue un tout petit peu l'amortissement dans la structure, boum, voilà, on pourra obtenir une solution qui est une solution instable.
Ok, donc ça, je veux dire qu'on est obligé de descendre avec un delta t, donc un pas de temps qui est vraiment très petit, si on a envie d'avoir un algorithme qui est stable pour l'option 1. Ok, donc en guise d'exercice, je vous laisse développer exactement la même chose pour l'option 2. On peut revoir les équations. Donc dans l'option 2, on va créer une valeur à l'instant moins delta t. Et sur base de cette valeur à l'instant moins delta t, on va pouvoir initialiser le process. Et connaissant Q en moins delta t et Q en 0 qui sont connus, celui-là vous le calculerez à partir du Q0 et du Q0 dot, comme je l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo. Et vous pourrez, grâce à l'équation numéro 15, calculer Q en t plus delta t en fonction des deux valeurs aux deux instants précédents. Ok, c'est une méthode à double pas. Ok, donc je propose de faire une petite pause maintenant dans la vidéo, et je vous laisse vous entraîner simplement en développant la même chose. Le début du code, vous pouvez le récupérer en recopiant tout ce que je viens de faire ici. Et puis vous pouvez développer vous-même votre routine. Alors ce que je vous invite à faire, c'est essayer de les implémenter dans une petite fonction que vous pouvez appeler vous-même. Regardez ici, par exemple, j'ai défini une fonction dans laquelle j'ai mis, je l'ai fait en avance, pardon, je l'ai fait même il y a très longtemps, où j'ai recopié l'équivalent de tout ce que j'ai mis ici. Donc la partie intégrateur, vraiment. Donc comme ça, une fois qu'on a défini tous les paramètres qui nous intéressent, eh bien, on a un intégrateur auquel on envoie simplement les paramètres qui nous intéressent, MCK, delta t, la charge, le nombre de pas de temps, et éventuellement, en paramètre optionnel, le déplacement et la vitesse initiale. Vous voyez que si le nombre d'arguments est inférieur à 7, on suppose que ces valeurs sont égales à 0, donc on ne les fournit que si c'est nécessaire. On initialise pour aller plus vite un vecteur avec des zéros pour les déplacements et la vitesse. On donne les valeurs à l'instant initial, et puis on propage sur base des deux équations que je viens de définir ici. Ah, je vois que dans cette version-là, j'itère depuis i égale 1 jusqu'à n-1, au lieu de 2 à n, mais vous voyez qu'on calcule la valeur en i plus 1 au lieu de la valeur en i, comme on l'a fait dans cet exemple-là. Ok, donc en fait, ça fait exactement la même chose. Je fais une petite pause maintenant dans la vidéo, et je vous laisse alors programmer vous-même votre version de la différence centrale numéro 2. Voilà, ok. Donc si vous avez redémarré la vidéo, c'est que vous avez plus ou moins terminé de développer une fonction qui est similaire à celle qui nous intéresse. Je vais vous montrer dans une seconde comment ça fonctionne. Donc on a une fonction qui marche pour la différence centrale numéro 1. Je vais enlever tout ce que j'ai fait maintenant, hein, puisqu'on n'en a plus vraiment besoin. Et alors on a la même fonction qui va fonctionner pour la différence centrale numéro 2. L'autre option, et c'est ce que normalement vous devriez avoir codé maintenant. Donc on calcule le déplacement à l'instant moins 1, je le stocke en 1. La condition initiale, on la connaît, c'est le déplacement à l'instant 0. Et puis on va boucler sur toutes ces valeurs-là, avec la seule et unique équation qui nous intéresse. Et puis qu'est-ce que je fais? Une fois que tout est terminé, je supprime la première entrée, puisque le déplacement en moins 1, je n'en ai pas besoin. Ok, et alors je vois que tout ceci va nous donner donc un vecteur qui est normalement de taille n plus 1, puisqu'on va jusqu'à n, donc quand i est égal à n, ça nous fera la n plus unième entrée, mais vu qu'on en retire une, on aura un vecteur de taille n. Ok, donc si tout va bien, vous avez pu recoder vous-même et valider cet intégrateur. Je vais tracer les résultats obtenus dans les deux cas, DEP1 et DEP2. On va reprendre un pas de temps un petit peu plus réaliste, une durée de simulation un petit peu plus réaliste, et voir ce qu'on obtient en lançant tout ceci. Donc, n, c'est le nombre de pas de temps que je veux faire, p est la sollicitation, tout le reste doit y être. Alors, j'ai loupé quelque chose. Too many output arguments. Ah bah évidemment, on n'a peut-être pas le même nombre de... Ah bah oui, évidemment, on n'a qu'un output de la différence centrale 2. De toute façon, il n'y a que les déplacements que je calcule ici, hein, donc je vais carrément faire comme ça. Et ne calculer que les déplacements. Et bien voilà ce qu'on obtient. Donc on voit effectivement que la différence centrale 1, elle explose. C'est ce à quoi on s'attend. Et la différence centrale numéro 2, voilà ce qu'on obtient. Je vais peut-être fixer les mêmes axes que dans notre MATLAB, ici. On regarde la solution sur les 15 premières secondes, entre moins 1 et 1. Donc, entre
axis 0 et 15 secondes, et pour y entre moins 1 et 1. Voilà, et donc vous voyez que la courbe en rouge qu'on obtient, elle correspond bien à la courbe qui nous intéresse, avec un maximum qui plafonne aux alentours de 0,2. Voilà, en fait c'est la valeur qu'elle a, avec un max qui plafonne aux alentours de 0,2. Alors, la courbe bleue, elle est un peu différente, ok, je le conçois. Mais celle-là, elle dépend typiquement du coefficient du pas de temps qu'on choisit. Regardez, je vais raffiner un petit peu le pas de temps. Donc au lieu de fermer toutes mes figures, je vais diminuer un petit peu le pas de temps. Je vais prendre 1 centième au lieu de prendre 1 cinquantième. Et ce que je vais faire, c'est lui dire hold on, juste au cas où. Voilà. Et alors, si je superpose, voilà ce qu'on obtient. Donc on obtient la courbe en jaune qui est une autre courbe qui correspond à l'option 1, et la courbe en mauve qui se superpose quasiment sur la courbe en rouge, qui est une autre courbe correspondant à l'option 2. Ok, donc on voit bien que si je supprime ce qui pollue notre vue, qui est l'option 1, l'option 2 nous donne 2 fois le même résultat, c'est-à-dire qu'on a utilisé un pas de temps suffisamment petit. Par contre, pour l'option 1, vous voyez qu'on a une forte sensibilité par rapport au pas de temps, et donc ça va être excessivement compliqué de retrouver les valeurs qui nous ont amené à ce résultat-là. Je dirais que peut-être j'ai pris pour générer la figure, voilà, 0,03, voire même peut-être un petit peu plus. D'accord. Alors, je ne vais pas trop regarder l'option 1 parce qu'elle est de toute façon fort instable. Elle ne nous intéresse pas tellement. Ce qu'on va plutôt regarder, c'est les résultats de l'option 2. Alors, voilà le résultat de l'option 2. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est on va superposer les résultats au fur et à mesure où on augmente la taille du pas de temps. Et si je passe à 5 centièmes au lieu de 3, on a quelque chose de similaire. Évidemment, ça va se dégrader, hein, bien sûr. Donc plus j'augmente et plus ça se dégrade. Allez, 0,07. Et puis, je pourrais mettre 0,1. Ah, ça commence à être un peu mauvais. Et puis 0,2. Ok, c'est pas génial, génial. Ça commence à être vraiment imprécis. 0,3. Là, on parle d'un truc qui est hyper imprécis, et c'est logique parce qu'on a un pas de temps de 0,3 secondes, donc vous voyez, ça fait tac, 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 tac. Donc on n'a pas assez de points pour représenter correctement la dynamique qui nous intéresse. Donc c'est vraiment imprécis, mais bon, passe encore si ce n'était qu'imprécis. Si je passe à 0,35, boum, vous voyez ce qui se passe. Après même pas quelques itérations, ça explose, mais complètement. Complètement, et à un point que si je regardais les axes de manière automatique, on a 10 puissance 306. Donc là, à cet instant-là, on a déjà quelque chose qui ne donne vraiment plus rien du tout. Donc il y a vraiment un problème de stabilité quelque part. Si je le reprends, je vais peut-être enlever les axes automatiques. Voilà ce qui se passe si je mets 0,3. Ok, comme je disais, c'est pas propre, c'est pas précis, mais au moins c'est stable. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que si j'augmente, si je mets 31, ça va encore. Et si je mets 32, regardez, ça ne va plus. Boum, on a 10 puissance 306. D'accord, donc là, ça a explosé. Il y a une limite quelque part entre 31 et 32. 316, ça va toujours. Ouais, c'est la courbe en rouge. 317, ça va toujours. 318, ça va toujours. 319, boum, ça ne va plus. Explosion. Ok, la limite, elle est quelque part entre les deux, entre 0,318, où on a un truc qui n'est pas précis mais qui est stable, et 0,319, où on a un truc qui devient instable. D'accord, donc ça, c'est ce que j'expliquais quand je disais qu'on a une méthode qui est conditionnellement stable. Donc l'option 2 de la différence centrale, elle est conditionnellement stable parce qu'on doit avoir un pas de temps inférieur à une certaine valeur, en l'occurrence ici 0,319, pour que la méthode soit stable. Ce nombre-là, je crois qu'un peu plus tôt dans la vidéo, je vous l'avais annoncé, je le connais plus ou moins par cœur, parce qu'en fait, c'est l'inverse de pi. La limite, elle est à 0,318, dans cet exemple-là. Et on va comprendre pourquoi, après avoir fait l'analyse théorique de la stabilité des intégrateurs. Ok, donc
Ça répond un petit peu à toutes nos questions. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour résumer? On a validé notre implémentation en comparant les résultats avec ceux de la figure. Ça a été fait. On peut les comparer uniquement dans l'option 2, parce que dans l'option 1, on a des résultats qui dépendent un peu trop du pas de temps qu'on a choisi. On a pu aussi observer que l'option 1 fournissait une réponse non bornée, quelle que soit la valeur du pas de temps, aussi petit qu'on ait envie de le choisir. En fait, s'il était vraiment, 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 vraiment petit, ça allait encore, mais je vous ai montré que c'était grâce à l'amortissement. C'est l'amortissement qui nous a sauvés. Si j'enlevais l'amortissement de la structure, ça devenait instable. Et dans l'option 2, on a vu quoi? Que la réponse était non bornée si le pas de temps est slightly above a critical value. Donc, si on serait juste au-dessus de 0,318, en fait, on s'est rendu compte que le système devenait subitement et bizarrement instable. Avant ça, la réponse, elle n'est pas précise, mais bon, passe encore qu'elle ne soit pas précise, ça va encore, mais si elle est instable, ça, c'est une catastrophe, évidemment. Hein. Parce que ça veut dire que si elle vient s'additionner sur une autre dynamique, dans le cadre d'un système à plusieurs degrés de liberté, on en parlera plus tard, on n'est pas capable de la contrôler. Ou en tout cas, elle vient complètement noyer, cette instabilité vient complètement noyer ce qui se passe au niveau de la dynamique intéressante. Voilà. Bon, ça, je pense qu'on a déjà pas mal exploré. J'ai dit tout doux, mais en fait, je vais vous laisser faire autre chose. Je vais vous laisser faire la même chose avec l'algorithme de Newmark. D'accord? Donc, l'algorithme de Newmark, qui repose sur ces équations-là, et même plus précisément, si vous voulez le coder vous-même, vous pouvez simplement écrire cette équation-ci, qui va vous permettre de calculer la position à la fin du pas de temps. Et puis une fois que ça c'est fait, vous pouvez calculer la vitesse et l'accélération à la fin du pas de temps. Ok, c'est une manière de résoudre l'équation du mouvement grâce à la méthode de Newmark. Alors, vous trouverez aussi sur eCampus les quelques intégrateurs qui nous intéressent. Et notamment, je vais poster tout de suite la différence centrale 1, la différence centrale 2. Je vais vous poster Newmark, et Newmark à plusieurs degrés de liberté. Ok, on comprendra un tout petit peu plus tard pourquoi la méthode de Newmark à plusieurs degrés de liberté fonctionne. Ok, en attendant, ceci clôture cette première vidéo. Regardez d'abord toute la théorie relative à la méthode de Newmark. Et puis après ça, donc je vous inviterai donc à développer vous-même et à essayer de valider votre algorithme de Newmark. Quoi qu'il en soit, prenez connaissance de la routine qui sera postée sur eCampus, où vous voyez qu'elle est un petit peu plus longue que ce qu'on a fait jusqu'ici, mais ce n'est pas insurmontable. Et ce sera une routine, en tout cas, dont on aura besoin énormément dans les cours qui arrivent. Okay, donc c'est important de pouvoir bien la maîtriser. Voilà, j'espère que c'était clair. Bon boulot!